Bonjour, bonjour, bonjour chers frères, bonjour chers sœurs. Bienvenue à cette émission qui s'appelle Sans détour sur la page de Bob Lee. Ok, aujourd'hui nous recevons l'artiste, chanteur, arrangeur David Esson Taïro et vous allez le voir tout de suite. Sans détour, il va vous répondre. Bonjour monsieur Edson David Taïro. Donc, vous êtes artiste, chanteur, musicien, arrangeur. Vous êtes aussi chorégraphe? Non. Oui, Ok. Donc, vous avez commencé votre carrière en 1985. C'est ça? Vous avez commencé votre carrière en 1985 avec le groupe Oya. Vous avez fait la fierté de toute l'Afrique. Vous avez voyagé dans beaucoup de pays, y compris le Burkina Faso, où on vous a donné même un cheval blanc par les mains du président à son temps, le président Blaise Compaoré. Et donc, vous avez inspiré beaucoup d'Ivoiriens. Vous êtes l'un des promoteurs de la musique Zouglou, parce que vous avez arrangé beaucoup de morceaux Zouglou qui ont marché dans toute l'Afrique. Et vous faites la fierté de cette Afrique-là. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce que votre présentation, ce que je viens juste de présenter? ça fait partie des nombreuses choses que j'ai réalisées. Et, mais ça fait toujours plaisir d'entendre dire ce qu'on a fait par le passé et que, euh, effectivement, nous avons vécu de très bons moments et nous continuons nos moments dans ce beau métier que nous avons choisi d'exercer. Donc, ben, aujourd'hui, quelle est votre ambition? Qu'est-ce que vous pensez que la musique manque? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire au niveau de la musique aujourd'hui? Comme je disais, nous constatons qu'aujourd'hui, la musique bat de l'aile en Côte d'Ivoire. Nous voyons tous les artistes qui sont pratiquement réfugiés en France et ailleurs. Nous voyons que les artistes ne se sentent plus bien dans leur domaine. Est-ce que nous voyons aussi des artistes de temps en temps qui font des SOS pour solliciter de l'aide lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont même des factures à payer? Vous pensez que tout ça, c'est dû à quoi? Déjà, on a, on a un gros souci euh, comment je peux appeler ça? On a un gros souci de politique culturelle en Côte d'Ivoire. Et quand je dis politique, c'est structure qui puisse permettre aux artistes d'exercer leur métier et d'en vivre. Et les choses, ce qui a entraîné un grand désordre, c'est fait vraiment dans l'informel, ce qui a entraîné un grand désordre dans l'organigramme même du show business en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire n'importe quoi, mais chacun fait à sa façon. Et ce qui fait que y a des choses qui sont faites pour ne pas durer. Et cela se traduit par les nombreuses palabres qu'il y a eu au Buruda depuis 25 ans pratiquement, que les artistes s'entre-déchirent, ne s'entendent pas. Et aussi, c'est qu'il y a cette désunion dans la famille artistique. S'il n'y a pas d'union, rien ne peut marcher. Il y a certains dévanciers qui ont démissionné, mais qui tirent la couverture sur eux. Chacun tire la couverture sur lui. Ce qui fait qu'il n'y a pas ceux qui sont derrière pour aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'à l'image de certains pays comme le Nigeria ou le Sénégal ou le Ghana, ou des musiques là-bas vers l'euro, tous ceux qui sont derrière en les aidant, en créant les conditions de ces artistes-là. Ce qui fait qu'on n'a jamais entendu qu'au Nigeria, il y a l'artiste qui était malade, au Ghana, où il y a SOS, c'était l'artiste qui était malade. Mais c'est parce que ici, les choses sont faites de façon informelle.
Et puis, il n'y a pas eu de véritable culturel qui puisse permettre à l'ensemble du corps artistique d'exercer un métier et d'en vivre, et pour que les choses soient fluides, pour que les choses se passent normalement. Donc, c'est un imbroglio qui se passe dans le milieu culturel ivoirien et qu'il faut régler. Il faut que les autorités prennent sur elles la décision d'organiser sérieusement ce milieu. Et je pense que bon, la nouvelle ministre de la Culture est en train, elle a fait vraiment beaucoup de consultations au niveau des différents corps de métiers mais qui existent dans le grand corps de métiers culturels. Elle fait des consultations avec chaque secteur pour justement s'enquérir des nouvelles, pour prendre le pouls de la situation. Et puis bon, on espère que ça ira jusqu'à son terme pour qu'elle puisse déjà commencer un début de solution, à trouver un début de solution pour tous les problèmes que j'ai cités. Parce que si on veut citer tous les problèmes qu'il y a dans le business ivoirien, ça va nous prendre plusieurs jours. Donc les problèmes sont là, ils sont grands et ça n'aide pas vraiment l'épanouissement de la culture en Côte d'Ivoire. Je vois. Et donc, le ministère en ce moment est en train de faire mains et pieds pour essayer de parer à cela, c'est ça? Effectivement. Mais vous ne pensez pas qu'après avoir... nous vivons tous... Oui, allez-y. Non, je dis que c'est un bon pas qui est fait. Donc, il faudrait que chacun y mette un peu de lui pour que peut-être l'aider à trouver un début de solution à nos problèmes. Donc, on a des têtes pensantes, on a des grosses personnalités au niveau des choses business ici. Si on se met ensemble et qu'on fusionne nos idées, je pense qu'on pourra trouver la solution. Vous avez dit tout à l'heure que il y a des gens qui ont démissionné mais qui tirent la couverture sur eux. Vous faites allusion à Gadji Sely? Non, pas du tout. Pas du tout. Je dis, on a des pas des dévanciers, mais je veux dire, il y a des icônes dans chaque pays. Chaque pays a des artistes de renom qui exercent le métier à l'international. Et donc, ces artistes-là sont la vitrine de la culture de leur pays. Et donc, à l'intérieur de ce pays-là, il y a des talents qui peuvent être qui peuvent à la lumière. Donc, ces artistes-là puissent permettre aux autres qui sont derrière, qui ne sont pas encore connus comme eux, ou qui n'ont pas atteint la notoriété que eux ils ont, de pouvoir s'exprimer. Et donc, c'est pour ça que je disais que chacun tire la couverture parce que quand vous prenez un pays comme le Nigeria, où vous avez de gros artistes qui tirent d'autres artistes vers le haut, c'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on demande. C'est pour ça que je disais que je n'ai pas cité quelqu'un. Je dis, on ne voit pas les actes dans ce sens-là. Voilà. Ok, c'est bien. Nous, pour moi, à mon humble niveau, je fais énormément j'ai fait beaucoup de révélation de talents. J'ai fait pratiquement plus de 60% de révélation des artistes ivoiriens en activité, de la jeune génération en activité. J'en ai fait au moins 60%. Donc, moi, à mon humble niveau, j'ai fait ce que je peux. Mais je veux dire, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant parce que voilà, il faut que ce soit à l'échelle nationale que tout le monde puisse se mettre ensemble pour essayer de... Quand vous dites que vous avez fait 60% de l'explosion de la nouvelle génération dans le monde culturel, vous voulez dire que vous les avez produits? Je les ai révélés en réalisant leurs albums. En réalisant leurs albums. Je les ai fait connaître. Oui, ok. D'accord. Vous êtes marié, n'est-ce pas? Oui. Vous avez combien d'enfants? Marié depuis 21 ans.
Depuis 21 ans, super. 4. 4 enfants, super. J'ai 4. Ok. Est-ce que parmi vos enfants, parmi les 4, là, il y a Guy Roland et Guy... j'oublie un peu. Il y a Guy Roland. Et, excusez-moi. Guy Roland, Jean-Philippe. Voilà, Jean-Philippe. Merci, merci. Jean-Philippe. Philippe, il y a Chris David et puis il y a Imad. Voilà. Waouh, super, super, super. Ils se portent bien, ils vont bien, n'est-ce pas? Tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Merci. Par la grâce de Dieu, tout le monde se porte bien. On va revenir un peu aux années passées. Là où Woya exerçait, là où Woya était tout feu, tout flamme. Vous aviez reçu un cheval blanc du président du Burkina Faso, en son temps Blaise Compaoré. Qu'est-ce que ce cheval blanc est devenu? Ouh, ça fait tellement longtemps. Ce cheval, on l'avait reçu en cadeau après une tournée au Burkina. Et donc, bon, moi, après cet épisode du Burkina, je n'étais plus en activité avec le groupe. Donc, voilà. Mais je sais que c'est Tangara qui s'en occupait. Tangara Speed Goda qui s'en occupait, puisque Tangara, il était avec nous. Ah bon? Voilà. Donc, je sais que c'est Tangara qui s'en occupait. Ouais, ouais. Il était régisseur à Ouya. Ah, il était régisseur à Ouya. Moi, ça, c'est des choses qu'on ignorait, par exemple. Nous ne savions pas que Tangara fait partie du groupe Ouya. Mais c'est super, ça. Et pourquoi il est parti du groupe Ouya? Il était dans l'équipe. Ah non, parce que les activités du groupe avaient cessé à un moment donné. Donc, en fait, chacun est parti un peu de son côté. Ouais, je vois. Voilà. Et donc, lui, entre-temps, pendant qu'il était régisseur, il apprenait les rudiments du métier. Hein. Il apprenait les rudiments du métier pendant qu'il était régisseur. Et donc, on travaillait beaucoup ensemble. Et dire qu'il était déjà chanteur avant de venir à Ouya. Et c'est le boss Cognan qui l'a niché et qui l'a envoyé à Divo pour apprendre véritablement le métier, mais pas seulement apprendre le métier de chanteur. Il apprenait à tout le monde à connaître tous les rouages du métier, c'est-à-dire que la production, le management, et puis tout ce qui tourne autour de la musique. C'est ce qui a fait la force de M. Cognan François, parce que quand tu travailles avec lui, tu n'es pas que ce pourquoi tu es là. C'est-à-dire, si tu es musicien et tu ne te contentes pas d'être musicien, il t'apprend comment on manage, il t'apprend comment on produit, il te met dans la technique, il essaie de tirer le maximum de toi. Et c'est ce qu'il faisait avec tout le monde. C'est pour ça que tous les membres de Woya aujourd'hui sont un peu des experts, chacun dans son domaine, parce que on a des ingénieurs de son, on a des producteurs, on a des arrangeurs, des musiciens, des gens qui sont super au top dans leur domaine. C'était ça, François Cognan. Donc, Tangara a appris le métier des régisseurs. En même temps aussi, il assurait aussi tout le côté sécurité du groupe. Mais pendant ce temps, on le fait. Donc, évidemment, quand il a sorti ses albums, le succès est arrivé tout de suite parce que le monsieur était prêt. Je vois. Et donc, est-ce que vous entretenez, après toutes ces années, après qu'on ait donné le cheval blanc et que, bon, Tangara, donc vous n'avez plus de nouvelles, effectivement, Feu Tangara est décédé il y a longtemps, Tangara Spigoda. Et aujourd'hui, Blaise Compaoré est réfugié en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai plus. Pardon? Je n'ai pas compris. Je disais, après, vous n'avez plus eu de nouvelles de ce cheval, n'est-ce pas? Non. Ok. Blaise Compaoré est aujourd'hui réfugié en Côte d'Ivoire. Avez-vous des contacts avec lui? Non. Et pourtant, les gens disent qu'il vous aimait beaucoup. Le jeune au chapeau de colon, voilà, il appréciait ça beaucoup. Oui, quand il était au pouvoir avec M. Sankara. Et donc, voilà, quand nous partions jouer
à chaque fois au Burkina, c'était des fans de ce groupe. Hein, toute la classe politique burkinabé était fan de Woya. Donc voilà. Mais après ça, ça s'arrête là. On n'est pas leurs amis, on n'avait pas de rapport particulier avec eux. Donc voilà, c'est des présidents, ils sont des présidents, voilà, nous sommes des artistes, ça s'arrête là. On n'avait pas de rapport particulier. Ok. Et vous avez dit tout à l'heure que le nouveau ministre de la Culture est en train de faire quelque chose. Et que c'est du fait des artistes aussi qui ne se donnent pas la main, qui ne sont pas unis, que le corps artistique ivoirien n'arrive pas à avancer. Vous pensez que, dites-moi exactement, qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait concrètement pour faire avancer les choses? Il y a une réorganisation complète du milieu. Ça englobe beaucoup de choses, tant au niveau production, tant au niveau des promoteurs de musique, des promoteurs de spectacles, des producteurs de musique, les artistes eux-mêmes et tout le système. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un ensemble de choses qui doivent fonctionner. C'est une chaîne. Tout est lié depuis la base jusqu'au sommet. Donc, je veux dire, c'est toute la chaîne qui est grippée. La chaîne est grippée. Donc, il y a une refonte complète à faire. On doit faire des assises pour détecter le mal qui ronge identifier le mal qui ronge le show business ivoirien et enfin s'asseoir et parler d'une même voix et mettre ensemble pour que les choses puissent changer. Ça, c'est pour ça que je parlais d'union, parce que sans union, on ne peut pas le faire. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de parler le même langage pour faire des choses ensemble. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis pour faire des choses ensemble. Et c'est ça. Les relations humaines, la pensée unique n'existe pas. Donc, chacun a ses idées. Je peux être d'accord avec toi, mais je peux reconnaître que tes idées sont mieux que les miennes et j'ai intérêt à m'approcher de toi pour qu'on puisse compléter avec pour moi, qu'on puisse aller de l'avant. C'est ça. C'est comme ça que ça marche ailleurs. Donc, je pense qu'on devrait mettre nos égaux pour l'intérêt général de la culture ivoirienne. Merci. Vous avez un bord politique? Pardon? Est-ce que vous avez un bord politique? Je suis un pro-musique. Voilà. Pro-musique. Ok. Pourquoi je pose cette question, voilà. C'est que tout récemment, il n'y a pas trop longtemps de cela, on a vu la maison familiale de David Taïro, David Edson Taïro, brûlée pour des raisons politiques. Nous ne savons pas si c'était vous qui aviez été visé, si c'est un membre de votre famille qui avait été visé, ou c'est juste un élan de hasard. Je ne saurais répondre à cette question. Je ne sais pas ce qui a motivé. Je ne sais pas ce qui a motivé cette âme, cette rancœur, cette méchanceté. C'est des bâtiments qui sont là depuis plus de 70 ans. Vous voyez, mon père a souffert pour construire sa cour familiale. Et tout ça, c'est en moins de 30 minutes. C'est parti. On efface une grosse partie de la vie des gens. On efface, parce que moi, quand je suis allé le lendemain à Divo, j'étais dans les décombres, j'étais arrêté dans les décombres, et puis je sentais la présence de mon père, ma mère, mes frères qui sont partis. Mais je sentais tout ça. Et le monde est vraiment méchant parce que je ne sais pas si c'est ça. Jusqu'au jour, je me demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché.
Et dans le quartier Abada, là où les gens sont arrivés, il n'y a que notre cour qui a été détruite bizarrement. Il n'y a que la famille Taïro qui a été seulement Il attaquée. n'y a que notre cour qui a été détruite, qui a été visée. Donc quelqu'un avait intérêt à ce qu'il se passe quelque chose chez nous. Mais je ne sais pas, moi je laisse, la justice divine s'occuper de ça. Je laisse moi à Dieu et je sais qu'un jour, les coupables seront dévoilés et justice sera faite. Voilà. Merci. Est-ce que le gouvernement a réagi par rapport à ça pour essayer de réparer? Jusqu'à présent, non. Non. Ni les autorités de niveau, ni personne. Personne. Au fait, vous vous sentez seul, abandonné face à ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas peut-être la seule victime en Côte d'Ivoire, mais compte tenu quand même de votre rang, compte tenu de votre popularité, vous auriez voulu quand même un peu de soutien quand même de la part des autorités en Côte d'Ivoire. Surtout que vous ne méritez pas ça. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Mais bon, voilà, les choses sont ainsi. On n'y peut rien. Nous, on regarde. Mais je veux dire, c'est pas. Je ne vais pas courir derrière les gens pour ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui est arrivé. Je vais essayer avec mes frères, on va essayer de reconstruire ce qui a été détruit. Et bon, si les autorités pensent qu'elles peuvent nous dédommager par rapport à ce qui est arrivé, parce que c'est à cause de la politique que c'est arrivé. Donc, si les autorités pensent qu'elles peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, moi, je ne cours pas derrière quelqu'un pour venir reparler. Voilà. Merci. Au total, vous pouvez comptabiliser le nombre d'albums que vous avez produits depuis que vous êtes arrangeur, le nombre d'albums que vous avez arrangés depuis que vous êtes arrangeur, et vous pouvez nous dire si vous connaissez le nombre exact de personnes que vous avez arrangées. Alors, je ne peux pas dire exactement ce que j'ai arrangé, mais je sais que en 2019, on avait fait un petit bilan, j'étais à 1357, mais ça c'était en 2019. On était en 1357 œuvres que j'ai arrangées et inscrites au Burida, dans le répertoire du Burida. Mais vous dire exactement combien d'albums j'ai arrangé, ça je ne saurais le faire. Vous ne saurez le dire. Vous avez arrangé... Je ne comptabilise pas. Moi, je travaille, je comptabilise. Vous avez arrangé Chantal Taïba, Savanala, Mati Dola, n'est-ce pas? Oui. Ok. Oui. Comment ça s'est passé avec Chantal Taïba, Mati Dola et Savanala? Parce que les mauvaises langues, je ne sais si c'est vos ennemis ou je ne sais si c'est juste une mauvaise interprétation de la situation. Mais vos ennemis disent que vous couchez avec les filles lorsque vous les arrangez. Ils vous accusent d'avoir couché avec Savanala, avec Chantal Taïba. Et bon, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Je suis fort, hein? Je suis trop fort. C'est n'importe quoi. Non. Ok. Non, les gens, il faut toujours que les gens créent quelque chose. Je sais pas c'est quoi qui motive ça, mais quand je travaille avec quelqu'un, que ce soit un homme, une femme, un extraterrestre ou quoi que ce soit, moi, j'ai la même attitude avec tout le monde. Parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. C'est nos deux esprits qui se mettent ensemble pour pondre quelque chose qui, on a l'intention de tellement bien le faire pour que ça marche, pour que nous, on puisse en profiter.
Donc, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un pour faire un boulot et puis on va être à tout. Et bien, on va avoir des rapports mécaniques. Non, c'est une fusion. C'est une fusion. On a besoin d'être ensemble. Quand je dis ensemble, je parle en esprit. Pour que les choses se passent bien. Donc, mon artiste, je peux l'inviter au restaurant, je peux l'inviter à prendre un pot. On peut aller en boîte de nuit pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses. Pour avoir plus d'inspiration. Pour que on sente que, bon, voilà, le déclic vient de là, voilà ce qu'on va faire et tout. Donc, je pense que c'est des rapports normaux que j'ai avec mes artistes. Maintenant, si on trouve que les gens interprètent tellement des choses que, bon, moi, je suis habitué. Ok. Il y a beaucoup de choses que les gens savent sur moi que moi-même, je ne sais pas. Que toi-même, tu ne sais pas. Ah, mais tu es le dernier. Tu es le dernier à savoir. Ok. Et pour Matidola. Matidola, d'aucuns disent que Matidola ne sait pas chanter. Vous avez commencé son album, vous n'avez pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je pense que les gens l'ont trompé en fait. Les gens l'ont trompé parce que moi, quand j'ai commencé cette artiste, quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'avais une certaine vision. Donc, je pense qu'elle a été un peu naïve parce qu'on dit, comme Tangara l'avait chanté, Showbiz dit requin. C'est-à-dire, Showbiz est rempli de requins, où le plus faible se fait manger par le plus fort. Donc, je pense que quand Néotu est bonne, là, il y a beaucoup de mouches qui viennent autour. Beaucoup de mouches qui viennent autour. Donc, il y a eu beaucoup de mouches autour du repas de Matidola. Et malheureusement, elle n'a pas su faire le bon choix. Et voilà, ce qui est arrivé. Donc, elle allait avec d'autres personnes et ils se sont cassés la figure, tout simplement parce que ces personnes-là n'étaient pas là au début. Et ces personnes-là ne savaient pas où moi je devrais emmener, où je voulais emmener cet artiste. C'est ça la vérité. Okay. Voilà. Donc, moi, j'ai aucun autre problème avec elle. C'est tout. Voilà. Elle a fait un mauvais choix. Et où est-ce qu'elle a payé cash? La vie suit son cours. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Il n'y a rien d'autre derrière. Okay. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si Matidola venait vous voir pour se relancer, pour faire quelque chose de sérieux, cette fois-ci en suivant les principes, vous pensez que vous pouvez faire d'elle une star? Non. Non, il y a quelque chose qui s'est cassé là. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Quelque chose s'est cassé. C'est pas pardonnable? L'élan que j'avais pris, c'est pardonnable, mais pas je pardonne. Aussi, mais quand je dis quelque chose s'est cassé, c'est l'élan. Quand quelqu'un prend son élan pour faire quelque chose et puis il y a quelque chose qui se passe, que l'élan s'arrête, se casse, c'est difficile de reprendre là où on s'est arrêté. Parce qu'on n'a plus cette même, il n'y a plus cette envie, il n'y a plus cette motivation. La motivation n'existe plus de reprendre des choses. Parce que quelque chose s'est cassé. Donc la motivation n'existe plus de reprendre les choses. Quelque chose s'est cassé en fait. Donc ça fait que... Et ça c'est la vie qui est comme ça. Hein. C'est la vie qui est comme ça. Je peux pardonner, mais bon, on ne peut plus travailler ensemble, voilà. Parce qu'il n'existe plus ce petit truc qui faisait que j'avais envie de faire cette chose-là avec elle. Voilà. Ok, la musique ivoirienne, le coupé décalé en fait partie. Pensez-vous que ce coupé décalé, parce que nous constatons malheureusement que beaucoup, que beaucoup de personnes, des gens qui ne savent pas chanter, on peut le dire, viennent au coupé décalé juste pour porter le statut de chanteur, mais en réalité ne valent rien. Est-ce que vous pensez que ce coupé décalé a de l'avenir? Parce que nous avons constaté aussi que
Beaucoup de jeunes filles viennent au coupé décalé pour après s'en servir et se prostituer, sachant bien qu'elles ne savent pas chanter et qu'elles n'iront nulle part. Donc voilà, pour faire remarquer leur forme, leur beauté, pour se prostituer. Vous savez, euh, le, le show business, là, c'est un grand marché, un supermarché. Ou non, je peux considérer comme le grand marché de Trashville. Voilà. Donc, quand vous rentrez dans ce marché-là, il y a tout genre de commerce. Il y en a qui vendent des pailles, ceux qui vendent à manger, il y en a qui vendent les condiments, il y en a qui vendent la viande, il y a du tout là-bas. Donc, quand tu rentres dans le marché-là, tu sais exactement ce que tu viens acheter pour ressortir. Là. Le showbiz, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis toujours que c'est le métier le plus démocratique qui existe sur Terre. Parce que tu fais ce que tu sens. Comprends? Je ne peux pas juger les artistes du coupé décalé. Je ne peux pas, moi, je n'ai pas l'habitude de juger les gens. Ça ne m'intéresse pas du tout de le faire. Mais chacun a sa motivation quand il vient dans ce métier. Il y en a qui viennent juste pour avoir le statut d'artiste, pour avoir certaines facilités. Il y en a qui viennent par vocation. Il y en a qui viennent par passion. Et chacun a ses raisons pour lesquelles il existe dans ce métier. Donc moi, je ne peux pas me mettre à juger les gens. Voilà. Et c'est comme ça. Et dans tous les corps de métier, c'est comme ça. Il y a des parasites, il y a des gens qui sont là exactement pour faire ce métier. Il y a du tout. Donc, à chacun ses motivations. Dieu jugera chacun pour ce qu'il est venu faire. Et voilà, moi, je suis qui pour juger les gens? Super. Moi, je suis dans ce métier parce que c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. La musique, c'est ma passion. La musique, c'est mon temps. La musique, c'est tout pour moi. C'est toute ma vie. Et je suis là pour gagner de l'argent, mais en même temps me faire plaisir et faire plaisir aux autres. Voilà. Il y a une jeune dame dont on parle très souvent sur les réseaux sociaux qui s'appelle Vital, qui fait du coupé décalé. Tout récemment, il n'y a pas trop longtemps de cela, un monument de la télévision, Batlemi Nabo, a dit que cette femme ne savait pas chanter et qu'elle ne devrait pas chanter. Vous, qui êtes professionnel, qui êtes arrangeur, avec l'œil du professionnel, pensez-vous vraiment que cette femme devrait quitter la musique, qu'elle n'a vraiment pas de belle voix? Mais pourquoi veut-on que Vital quitte la musique? Vital a des fans. Elle a des fans. Ça veut dire que quelque part, ce qu'elle fait, il y a des gens qui aiment. Elle est vue par de nombreuses personnes. Ces spectacles, comme on dit en Côte d'Ivoire, jazz full. Et moi, je trouve qu'elle est courageuse, cette jeune dame. Avant qu'elle ne devienne chanteuse, moi, je l'ai connue comme danseuse de Mewé. Ah, ok. Je l'ai connue comme danseuse de Mewé. Et je me souviens que en 2008-2009, par là, on était en tournée, on s'est retrouvé avec Mewé et on logeait dans le même hôtel. Et le matin, on s'est tous retrouvés. Moi, je me suis levé un peu tard, donc je suis parti prendre le petit déjeuner un peu tard. Mais oui, là. Tonton, viens t'asseoir avec nous. Je me suis assis et puis bon, on a commencé à. Elle dit, tonton, moi je m'appelle Nadège. Je dis, ah, ok. Mais moi, un jour, je vais chanter. Quand je vais finir de danser pour les gens, je vais devenir chanteuse aussi. Je dis, ah, mais c'est très bien. On était en 2008-2009. Plus tard, elle est venue me voir. Elle m'a dit, ah, tonton, je suis prêt, je vais commencer. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai réalisé son premier single.
Ah, ok. Elle s'appelait Naya Deli à l'époque. C'était son premier nom Son d'artiste. premier nom d'artiste, Voilà. Naya Deli, ok. Et son premier nom d'artiste, voilà. Ça s'appelait Naya Deli. Parce elle avait un concept, un mélange de tout là, elle s'est forte dedans. Donc elle voulait le faire un peu à l'africaine, un truc comme ça. Bon, malheureusement, son premier single n'a pas connu le succès escompté. Mais après, elle est rentrée dans le coupé décalé, et puis bon, elle s'est forgée une image. Donc, c'est vrai qu'elle a des carences vocales, et la réalité, c'est qu'elle le sait. Elle sait qu'elle a des carences. Sur une chaîne de télévision où on lui a balancé à la figure qu'elle ne savait pas que ça pouvait faire se suicider. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, le vieux, je veux relever le défi. J'ai dit, ah ouais. Et donc, elle s'est attachée les services d'un compositeur, un jeune homme qui compose super bien, qui s'appelle Killer, avec qui j'ai travaillé. C'est lui qui a révélé, c'est à travers sa chanson que José a été révélé, Chérie, tu me saoules. Ah, ok. Clip, tout ça. Un super compositeur. Je dis, ah, mais tu as fait un très bon choix. Killer, c'est un garçon qui bosse bien. Et moi, ce que je peux faire, c'est, je peux te conseiller de prendre attache avec un coach vocal. Et je lui ai donné le numéro d'un ami qui est coach vocal. Et elle a commencé à travailler. Vous avez vu que depuis ses premières productions jusqu'aux nouvelles productions qu'elle est en train de faire, il y a une petite amélioration, Oui. et qui a encouragé. Si quelqu'un reconnaît ses faiblesses et qui veut les rectifier, il faut encourager cette personne à le faire. Et je pense que moi, elle a mon soutien total, parce que c'est quelqu'un qui a envie de réussir. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des détracteurs, il y a des gens, bon, mais c'est une jeune dame qui a une force de caractère, et elle a envie de ça. Donc, voilà ce que je peux dire sur Vital. Si vous n'aviez pas le choix et que on vous dit que, à part la musique, vous ne pouvez pas faire la musique, qu'est-ce que vous pourriez faire dans la vie? Si je n'avais pas le choix. Ouais. Oh, mais dans la vie, on a toujours le choix. Hein. Ah oui, souvent. Dans la vie, moi je dis que dans la vie, on a toujours le choix. J'ai toujours combattu cette expression qui dit on n'a pas le choix. Non, on a le choix. On a le choix. Même ne rien dire, c'est un choix. C'est un choix, oui. Même ne rien dire, oui, c'est un choix. C'est un choix. Enfin, on choisit de ne rien dire, sinon oui. on peut dire. Hein? Non. Je veux dire, à part, j'ai d'autres passions. À part la musique, j'ai le cinéma. Ah, et cette passion m'a amené à explorer justement le 7e art. J'ai joué dans des séries. Je m'apprête à jouer un long métrage, mon premier long métrage. Waouh, super! À le faire. Il y a aussi le football que j'adore. Malheureusement, je n'ai pas pu faire carrière. Mais bon, voilà. Et puis après, il y a... Si je n'étais pas devenu artiste, je serais peut-être devenu architecte. Architecte, super. Oui. Vous avez arrêté les études, je crois, en 5e, c'est ça? Donc, ou 4e? Je devais faire le choix. 4e. 4e. La classe de 4e. La classe de 4e. C'était? Oui. Après, quand il s'agit de faire le choix, si j'avais regardé ma maman droit dans les yeux comme ça, j'ai choisi l'école, et puis bon, peut-être que je serais devenu un architecte. Voilà. Ouais. Je suis sûr qu'elle allait être vraiment fière de vous. Le jour où on m'a mis au fauteuil blanc, on m'a demandé qu'est-ce que tu nous dis? Il dit non, je ne vais plus à l'école. Je dis mais pourquoi? Il dit non, parce que je vais faire la musique.
ma maman passait tout son temps à pleurer et j'évitais son regard en fait. Parce que si je l'avais regardé, je ne serais fait Ouais. en seconde, j'allais fléchir et puis Et puis tu n'avais prendre pas mes fait la affaires à musique. l'école. J'ai joué les durs, j'ai joué les durs, j'ai jeté mon visage ailleurs. Je la regarde pas, la bonne avenue, je la regarde pas. Je vois. Et je ne regrette pas ce choix. Ouais. Je ne regrette pas. Je fais le métier que j'ai toujours rêvé. Voilà. Aujourd'hui, quel est le message que vous voulez lancer à ces jeunes artistes qui passent leur temps à se clasher sur les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité et qui ne se concentrent pas sur leur art? Se faire connaître par son art, c'est une chose, et se faire connaître par les buzz, c'est une autre chose. Quel est le message que vous avez à leur lancer? Aux jeunes artistes qui se lancent dans ce métier, c'est d'être honnête. Parce qu'il y a un manque de professionnalisme tellement criard dans le milieu du show business ivoirien que ça me fait peur. Parce que on a une génération de je m'en foutistes. Beaucoup. Et ça, c'est grave. Nous, on a eu la chance. Hein. Je dis, y a beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas de repères aujourd'hui, qui n'ont pas eu de modèle, qui n'ont pas eu aucun repère. Et puis, on se retrouve dans le milieu comme ça. On est balancé dans le milieu comme ça, avec la facilité que donne Internet aujourd'hui d'être connu en 2 clics. On n'apprend pas le métier et puis un coup on devient. Donc il y a un problème de gestion déjà qui se pose. La gestion du succès est liée à l'éducation de la personne, enfin à l'éducation qu'on reçoit. C'est très important quand je dis ça parce que les gens ont l'impression que tout leur est permis. Non, tout ne nous est pas permis, nous qui sommes les personnalités publiques. Si on est des personnalités publiques, c'est parce qu'il y a le public qui est là. C'est parce que le public là, il existe. C'est parce qu'il y a des gens qui aiment ce que tu fais, que tu connais. Et si tu roules dans les grosses voitures aujourd'hui, si tu as de gros cachets, c'est parce que ces gens-là, ils prennent leur argent pour payer tes albums, ils prennent leur argent pour payer les tickets pour aller à tes spectacles. Ce sont eux qui te nourrissent. C'est un peu comme en Afrique où on pense que c'est le peuple qui doit rendre compte au président. Non, c'est le président qui rend compte au peuple. C'est le peuple qui est le patron du président. Mais c'est la même chose en show business. Donc il faut comprendre ça d'abord pour pouvoir avoir une démarche normale dans ce lieu-là. Et donc j'ai l'impression que une grosse majorité de la jeune génération ne sait pas que le public est roi. Nous sommes. Donc, quand on devient star entre griffes, après 2 clics sur Facebook, 2 publications, les gens commencent à... Parce qu'aujourd'hui, là, le virtuel est devenu tellement viscéral que les gens pensent... Et je dis toujours, il faut faire très attention. Il y a une grosse différence, mais il y a une planète entre le virtuel et la réalité. Il y a une planète. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans le virtuel aujourd'hui. Et le jour où ils tapent poteau dans la réalité, ils sont étonnés parce qu'ils n'ont pas associé les deux. C'est ça, la triste réalité aujourd'hui. Donc, il y a une certaine éducation à avoir. Il y a des repères, il y a des modèles auxquels il faut s'identifier et puis tracer après sa propre route. C'est ce que nous avons eu avec... je le prendrai toujours en exemple, M. François Cognon, parce que il nous a montré le vrai chemin de la vie. C'est ça. Les François Cognon, il n'en existe pratiquement pas en Côte d'Ivoire. Et les jeunes de la génération sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, certains pensent qu'ils sont les rois du monde.
ils sont dans leur petite bulle avec leurs petits fans. Et bon, c'est pas ça. La vie ne s'arrête pas là. Donc, pour faire ce métier, il faut avoir des repères. Pour faire ce métier, il faut avoir beaucoup de persévérance. Pour faire ce métier, il faut beaucoup de travail. Parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Pas toujours aux jeunes gens, nous, là où vous me voyez assis, là, je suis chez moi. Mais vous regardez que, voilà, je suis à mon poste de travail. Hein? Je me suis réveillé à 6 h du matin, je suis en train de travailler sur des projets et tout. Travail. En musique, là, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de magie, ça n'existe pas. Si tu ne travailles pas, ça ne marchera pas. C'est clair. C'est le conseil que je peux donner aux jeunes gens. Et si je suis là, 35 ans après, toujours au premier plan, c'est pas parce que je suis le plus fort. C'est pas parce que je suis le plus fort. C'est pas parce que je suis le plus intelligent. Mais c'est parce que je suis me fondre. Et je suis me remettre en cause. Parce que je me remets permanemment en cause. Les petits arrangeurs qui arrivent, aussi talentueux les uns que les autres. Mais ça, c'est tous les jours, ça pousse. Tous les jours, ça pousse. Mais comment faire pour se maintenir? Et je leur dis toujours que le plus dur, ce n'est pas d'arriver. Le plus dur, c'est de rester. C'est ça le plus dur. Très talentueux, on en a vu. Il y a des gens qui sont passés comme des comment on appelle ça? Les étoiles filantes. Comment on appelle ça? Des étoiles filantes. Oui. Des étoiles filantes. Il y en a qui sont venus, de toute façon, ils sont venus en flèche, là, c'est comme ça. Ils sont repartis en flèche. Parce que le succès, je dis toujours que dans le succès, il y a un petit quelque chose de diabolique dans le succès. Oui, il y a un petit quelque chose de diabolique dans le succès qui fait qu'on s'oublie très souvent quand les choses marchent. On pense qu'on devient indispensable. On pense que sans nous, le monde ne tourne pas. Je suis désolé. Sans nous, le monde tourne à 100 à l'heure, c'est clair. Maintenant, il faut savoir justement où se situer. Il faut savoir se remettre en cause. Il faut savoir écouter les gens. Il faut savoir respecter les gens pour qu'on puisse avoir le succès. Parce que dans le succès, le talent, il n'y a que de 50%. Tout le reste, là, il faut beaucoup d'autres choses pour faire cette chose-là qui va marcher. Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure de François Cognan. Il vous manque, il me manque. Parce que je connais un peu l'homme, voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous qui le sentez, vous en qui il est réellement, est-ce que vous ne pensez pas que quelqu'un devrait prendre la relève? Qui pensez-vous qui est mieux placé en Côte d'Ivoire qui peut prendre la relève? On ne peut pas. François Cognan, c'est pas possible. C'est un mec unique en son genre. C'était voilà, des gens comme ça, il y en a une fois dans un siècle. Des Michael Jackson, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une fois dans un siècle. Donc, peut-être dans une autre vie, quelqu'un viendra avec ses différences, quelqu'un viendra avec ses folies, quelqu'un viendra avec la musique ivoirienne, enfin le secteur du showbiz. Le secteur du showbiz ivoirien. Bon, il y a un grand manque de professionnels du métier. Il y a beaucoup d'à peu près, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils connaissent le métier mais ils ne connaissent pas. Et c'est ça, c'est tout ça qui contribue à la lenteur et à la léthargie du show business ivoirien. En tout cas, je ne vois personne pour le moment. Merci. Didier Arafat est mort. Je ne vois pas personne pour le moment. Didier Arafat est mort. Quelle impression ça vous fait? Vous pensez qu'il avait encore la chance de vivre? Vous pensez que quelque chose l'a poussé à la mort? Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, sa mort, parce que c'est injuste de mourir aussi jeune. C'est injuste. Arafat, il avait le même âge que les Guy Roland, ils sont nés. Son mari, Arafat est né en janvier, ils sont nés en juillet, ils ont le même âge. Et voir mourir
un gamin comme ça déchire le cœur. On aurait pu éviter ça. Non, ce dont je parle tout à l'heure, je dis, s'il y avait des repères et s'il y avait des modèles qui étaient là pour conseiller, qui étaient là pour encadrer, ce ne serait pas mieux. Malheureusement. Et les gens qui sont censés recadrer ces personnes-là leur passent tous les caprices, malheureusement. Et ça conduit à ce genre de choses. Voilà. La mère de Didier Arafat qui ne cesse de faire des sorties sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai pas... Ok, la mère de Didier Arafat qui essaie de multiplier les sorties sur les réseaux sociaux en attaquant à gauche, à droite. Son nom c'est Tina Spencer, souvent Tina Glamour, souvent Tina Spendia. Je crois que elle a approché un moment un peu le groupe Oya, puisque toujours avec les RAS qui étaient produits et managés par Feu François Cognan, donc je crois que vous devez la connaître un peu. Vous pensez sérieusement que c'est à son avantage ce qu'elle fait ou il y avait quelque chose à faire? Comme je dis, moi je ne juge pas les gens. Tina c'est une sœur pour moi. Mais bon, chacun son comportement, à chacun de mener sa vie comme il le sent. Hein. Et voilà, même si je ne suis pas d'accord sur certains points avec elle, mais c'est quoi? Ça ne peut rien changer. Elle est ce qu'elle est, on la prend comme ça. On l'a toujours connue comme quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la... Donc, elle ne met pas des gants pour dire ce qu'elle pense. Et ça, on la connaît pour ça. Donc, ça ne devrait pas étonner les gens que quand il a des gaines, ça fait des dégâts. Donc, c'est ça. C'est une artiste. Ce sont elles qui est comme ça, pour parler comme le monde ivoirien. Elle qui est comme ça. Donc, on la prend comme ça. C'est pas à 56 ans qu'on va lâcher. Désolé. Ouais, ça c'est vrai. C'est comme ça. Donc, il faut juste peut-être essayer de limiter quelquefois les dégâts, éviter certains petits débordements. Mais bon, elle est comme ça, on la prend comme ça, on l'aime comme ça ou on l'aime pas. Voilà, elle c'est Tina. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'elle peut être considérée comme artiste? Nous avons vu comment elle est arrivée dans le monde musical, dans le monde artistique en Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas comment il faut qualifier ce genre de danse. Bon, vous qui êtes les professionnels, peut-être que tu as me prêté le mot tout à l'heure. Mais, et aujourd'hui, elle a essayé beaucoup de choses dans le monde musical. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, on peut considérer Tina comme une artiste ivoirienne, une artiste chanteuse, ou alors on peut la considérer comme une artiste, mais dans un autre genre? Peut-être vous surprendre, hein, mais pour avoir travaillé avec elle, Tina est une très bonne chanteuse. Elle est très bonne chanteuse. Et quand on bossait ensemble, je lui ai dit un jour, tu as tellement de qualités que tu n'as pas besoin de faire tout ce qu'il y a autour là pour que les gens aiment ce que tu fais. Et ça, je lui ai dit. En tant que petit frère, je lui ai dit. Quoi. Et c'est quelqu'un qui, si elle se laisse guider, si elle se laisse encadrer, je parle sur le plan professionnel, hein, si elle se laisse guider, si elle se laisse encadrer, je pense qu'elle peut faire parler d'elle de façon vraiment très positive et si elle met l'accent sur les qualités vocales qu'elle a, les qualités vocales, les qualités artistiques qu'elle a, si elle met vraiment beaucoup d'accent dessus, ici il y a des gens pour l'encadrer et pour la guider, je pense qu'elle peut faire une très bonne carrière de chanteuse. Je la connais, je sais de quoi elle est capable, artistiquement parlant. Est-ce que vous pouvez lui adresser ce message directement? Je lui ai déjà dit. Je le lui ai déjà dit. Ok. Aujourd'hui, nous constatons que les artistes ivoiriens, surtout francophones,
viennent plus en France. Je peux comprendre que peut-être que c'est à cause de la langue. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, moi je suis aux États-Unis et ici, nous ne recevons pas beaucoup d'artistes francophones que nous aimerions voir ici. Il y a une grosse communauté francophone aux États-Unis ici et nous avons besoin de voir nos stars souvent ici, tels que Edson David Taïro. Nous avons besoin de les voir souvent, au moins 2 fois par an ou 1 fois par an, les voir en spectacle ici. Mais nous n'avons pas accès à nos artistes. Est-ce que c'est dû au fait qu'on ne leur donne pas le visa pour venir ou alors c'est dû au fait qu'ils pensent qu'il n'y a pas une grosse communauté francophone pour les voir? Parce que nous voyons les Angéline Tidjo et quelques rares fois Alpha Blondy fait des grands spectacles ici, mais on ne voit pas nos autres artistes. Déjà, la différence entre Alpha Blondy et les autres, c'est qu'Alpha Blondy est un artiste international qui travaille avec une structure occidentale qui lui permettent de faire des tournées dans le monde entier. Il y a d'abord ça. Maintenant, tous les autres qui sont au pays, vous ne les voyez pas parce que déjà, il y a cette limitation de... Comment je peux appeler ça? Le fait seulement de faire des choses pour ici. Je m'explique. Vous voyez des artistes super talentueux qu'on a au pays, mais qui ne peuvent pas s'exporter. C'est parce qu'il y a un gros manque d'encadrement. Un artiste a besoin d'un encadrement qui puisse lui permettre de dépasser déjà les frontières de son pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de productions qui se font juste pour un petit bilan à court terme. Il y a beaucoup qui ne réfléchissent pas à faire un plan de carrière. Donc, quand on ne réfléchit pas à faire un plan de carrière, il y a des choses auxquelles l'artiste ne peut pas avoir accès puisqu'on ne prend pas le risque de vendre cet artiste-là. On ne fait pas un plan de carrière pour qu'on puisse aller au-delà du pays. Donc on sort un petit single, on passe sur Trace, on passe sur quelques chaînes de télé, on fait de buzz sur Facebook, et puis ça s'arrête là pour nous ici. C'est ça le gros problème. Donc, ce qui fait qu'on ne s'exporte pas. Et si on ne s'exporte pas, on ne peut pas voyager. Et si on ne s'exporte pas, on ne peut pas voyager. C'est clair. Il y a eu un gros scandale ici. Il y a une chanteuse sud-africaine qui est venue, on lui a demandé le nom d'un artiste. Elle a dit elle ne le connaît pas. Mais elle a raison, elle ne le connaît pas. Parce que la musique ivoirienne ne s'exporte pas. Vous voyez? Et tout ça, ça revient à ce que j'ai dit en début d'émission. Les gros problèmes de structure qu'on a ici. Déjà, les médias nous jouent du 70% de musique étrangère. Ça, c'est un gros problème aussi. On a un gros problème de diffusion ici. Et surtout que le monde est en train de devenir un gros village planétaire où toutes les télévisions se retrouvent sur une seule plateforme. Et vous qui êtes aux États-Unis, vous savez exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire et tout ça. Mais c'est en ce moment-là qu'il faut profiter pour vendre la culture ivoirienne, pour vendre la musique ivoirienne. J'écoute les radios ici, les radios qui sont les plus en vogue. Il y a 70% de musique naija qui passe, ou de choses afrobeat, ou bien de rap, ou bien de musique occidentale. Je suis désolé. Il y en a un gros souci de diffusion. Donc, quand on a un gros problème de diffusion comme ça, les autres ne peuvent pas voir ce que nous on fait ici. Si vous passez votre temps à jouer ce qu'eux ils font déjà, ce qu'ils connaissent déjà. Vous voyez? Donc, le cas d'Alpha Blondy, le cas de Magic System, le cas de Tiken Jah ou de Dogo Nyawé qui font des tournées mondiales,
c'est parce que ces artistes-là ont eu la chance de signer dans des major compagnies qui leur permettent d'atteindre. C'est parce que ces artistes-là ont signé dans des major compagnies et qui leur permettent d'atteindre les objectifs fixés. C'est-à-dire il y a des plans de carrière qui sont faits pour eux. Ce n'est pas la même chose pour tous les autres ici. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir des artistes talentueux que vous avez envie de voir. Mais aussi, il y a eu tellement de comment je peux appeler ça, de déchets dans le show business ivoirien. Il y a eu beaucoup d'aventuriers qui se sont pris pour des promoteurs culturels, qui se sont pris pour des managers, mais en fait, des gars venaient pour avoir un papier pour voyage. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu tellement de mauvaises choses qui ont été faites qu'aujourd'hui, par exemple, les ambassades refusent de donner des visas, mais où ils ont corsé les conditions d'obtention de ces visas-là. Et si tu ne vis pas tout, tu ne peux pas voyager. Il y a même un groupe que je connais, ils sont 3, il y a un seul qui a eu le visa. C'est pas le chanteur libre qui a eu le visa. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Tout ça, c'est de tout ça que je parlais en début d'émission. Je dis, il y a une grosse refonte à faire dans le milieu culturel ivoirien. Il y a une grosse refonte à faire, à tous les niveaux d'ailleurs. Mais peut-être... Il y a tout à faire. Mais peut-être que les artistes, comme vous le dites là... Parce que, Oui, vas-y. Non. J'avais fini en fait. Ok. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que nous voyons ici, de nos jours, nous voyons surtout beaucoup d'artistes, surtout Zouglou et autres, et même votre ancien collègue, collaborateur, je crois, du RAS qui est en France là. Ils sont tous devenus des politiciens, certains soroïstes, d'autres ailleurs, plusieurs même sont devenus plus soroïstes. Et vous pensez que c'est à l'avantage de la culture ivoirienne, de la musique ivoirienne? Un artiste est avant tout un qui a ses opinions politiques aussi. Maintenant, quitte à lui de les faire de tous ou de les enfouir en lui, de ne pas le montrer, chacun gère sa vie comme il le pense. Et je pense que si ces artistes-là ont fait le choix de faire savoir de tous leur bord, moi, je ne peux pas leur tirer. Je ne peux pas leur tirer dessus parce qu'en Europe ou aux États-Unis, ça se voit, il y a des artistes qui soutiennent des hommes politiques. Et ça se fait dans tout le monde entier. Donc, je ne comprendrais pas pourquoi on n'aimerait pas voir des artistes ivoiriens soutenir des gens politiques. Pourquoi quand, par exemple, on voit à l'époque, on a vu Stevie Wonder, un président américain qui est venu jouer du saxophone avec Stevie Wonder, des gens qui soutiennent publiquement des hommes politiques. Ailleurs, quand je dis ailleurs, je dis en Occident, on voit de grands artistes soutenir des hommes politiques. Mais on n'a jamais vu la population leur tirer dessus. On n'a jamais vu des gens prendre position pour dire pourquoi vous soutenez tel, pourquoi vous soutenez tel. Mais quand si on leur pose la question, ils vont répondre, mais c'est parce que j'aime sa vision des choses. C'est pour ça que je le soutiens. Vous voyez? Bon. Moi, je ne juge pas. Je ne juge pas les gens, c'est leur choix, ils ont décidé de le faire. Donc, voilà, il faut leur laisser le libre pour exprimer pour exprimer ce qu'ils ressentent par rapport aux différents programmes qu'on propose. Ce sont des citoyens, avant tout, avant d'être artistes. Ils sont ivoiriens. Voilà, choisir qui écouter.
et qui suivent selon ce qu'on leur propose, les propositions politiques qu'ils ont faites. Donc voilà, moi, ça ne m'intéresse pas par exemple, de dire je suis pro ceci, je suis pro. Je suis conservateur, j'observe les gens qui travaillent, j'observe les politiciens. Chacun fait son jeu. Chacun fait son jeu, mais moi je ne tombe pas dans le jeu des politiciens. Donc voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il ne faut pas leur en vouloir. Non. S'ils ont choisi de le faire, c'est parce qu'ils sentent qu'ils peuvent le faire. Un artiste aussi, il apporte sa pierre. Les gens n'ont pas la science infuse que dit eux, ils peuvent résoudre les problèmes de tout le monde. Ces artistes-là, certainement, ont des choses à apporter à ces hommes politiques. C'est pour ça qu'ils sont à leur propre. Voilà. Nous comprenons que c'est des êtres humains et qu'ils peuvent faire leur choix. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous savez comment la politique est perçue en Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire. Et lorsque vous êtes déjà proche d'un homme politique, vous perdez déjà qu'ils ne sont pas internationaux. Voilà. C'est pas des stars internationales. Donc, déjà, leur position fait que ça réduit énormément leur audience. Et eux-mêmes, d'ailleurs, même, on sent que, écoutez, si vous voulez, par exemple, interroger, c'est-à-dire qu'un artiste, ou bien vous voulez l'amener sur un podium quelque part pour jouer, et que vous êtes contre son mentor, il va refuser même de jouer parce qu'il n'aimerait pas que son mentor pense que vous êtes de l'autre côté, qu'il est de l'autre côté. Vous voyez, ça les met dans des positions en choses et ça n'arrange pas l'art qu'ils veulent faire. Ça n'arrange pas la culture, en fait. Parce que imaginez un monsieur... Oui, allez-y. Non, il faut terminer. Voilà. Imaginez un monsieur qui est, par exemple, pro Soro ou pro RHDP. D'abord pro Soro. On lui demande d'aller jouer pour RHDP. Mais il aura peur d'aller jouer pour RHDP parce qu'il aura peur du jugement des autres. S'il est de RHDP, on lui demande d'aller jouer pour Soro. Ben, il aura peur. Et voilà. Donc, du coup, ça tue l'art. Bon, ça, c'est la manière dont la politique est en Afrique. La politique, c'est un jeu. On n'est pas obligé. Il faut s'opposer aux idées des autres. C'est simple. Et il y a des gens qui connaissent les hommes politiques avant que ces gens de la politique. Donc, vous voulez que pour la politique, vous et moi, on se connaît, que demain, si on n'a pas les mêmes visions politiques, on n'a pas les mêmes leaders politiques, qu'on ne se parle plus, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens ont instrumentalisé la politique. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Si je ne suis pas d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que je suis contre toi. On aura enlevé ça dans nos esprits, une fois qu'on aura cessé de mettre ça dans la tête des gens, que les gens comprendront ce que c'est que la politique. C'est un jeu. Vous pensez que les gens, ils sont là, ils se connaissent. Ils se connaissent, hein. Il y en a qui mangent ensemble. Oui, bien sûr. Non, les politiciens, eux, n'ont pas de problème puisqu'ils savent qu'ils sont dans un jeu politique. Les politiciens n'ont pas de problème puisqu'ils savent qu'ils sont dans un jeu politique. Ils entretiennent ça. Eux, ils le savent, mais les gens qu'ils contrôlent ne le savent pas. Ne le savent pas. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des gens pour déjà les yeux, pour parler dans le langage, déjà les yeux de la population. Je dis qu'on s'introduit pour rien. On s'introduit pour rien parce que les deux là, ils se connaissent. Ou les trois là, ils se connaissent. Voilà, ce n'est qu'un jeu. Merci David Taïro Esson. Moi, j'ai une expérience de... Je vais te raconter une petite anecdote. Ok. Moi, je suis un grand supporter de l'Africa. Je suis un grand supporter de l'Africa. Et j'avais mon idole personnel, Pascal
une fois, comme ça, j'avais voulu rencontrer le président Zinsou. Donc, il m'a emmené à la société dont je vais taire le nom, à Trècheville. Donc, on est parti. On était dans la salle d'attente. Et moi, à l'époque, j'étais un supporter, mais je veux dire, Farouche. c'était houleux les débats. J'étais fanatique, moi. Donc, ouais, j'étais un vrai fanatique. Et les débats, des fois, voilà, ça a pris. On frôlait même peut-être même les coups de poing, tout ça. Hein. Donc, il y a une chose qui s'est passée. Je donne toujours cet exemple parce que c'est pareil en politique. On était dans la salle d'attente, Pascal et moi, et puis, porte du bureau du boss s'est ouverte. Et le boss est sorti tout souriant, avec 3 grands joueurs de la scène. Le sourire là. Et Pascal me dit, tu as vu, petit frère, ceux-là, ils mangent plus l'argent du président que nous-mêmes les jours là. Depuis ce jour-là, j'ai cessé d'être fanatique en football. Je dis, bon, ok, je supporte mon équipe, mais papa, ça ne sert à rien. Tu feras plus par là. À cause de cette voilà, c'est fini. La politique, là, c'est comme ça. Ouais. Donc, il n'y aura plus d'histoire. Il y a des familles qui se sont déchirées pour la politique. Il y a des frères, des couples qui se sont brisés parce que monsieur est ceci, madame est pro, c'est cela. Voilà. C'est malsain, en fait. C'est malsain. C'est pour ça que moi, je me tiens éloigné de tout ça. Si on a besoin de moi pour mes services, pour ce que je sais faire, je le fais, quelle que soit la personne qui me demande. Moi, je cherche mon argent, c'est tout ce qui m'intéresse. Vous venez, si vous avez besoin de David Ferrier, pour quoi que ce soit concernant son métier, voilà, je le fais, on me paye, et puis moi, je suis dans mon point barre. J'ai 2 dernières questions. La première, c'est quelle casquette vous préférez? La casquette d'arrangeur, de chanteur, Donc, je vais te répondre comme ça. 3 casquettes. Et puis comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Ça veut dire que je ne fais aucun choix. Et tu fais aucun choix, tu prends tout en temps. C'est super. C'est super. Ok. Et l'autre question, c'était quoi? Je porte bien toutes mes casquettes. Tu portes bien toutes mes casquettes. Ouais. En tout cas, ça te va bien, tu fais du beau boulot. Grâce à toi, le Zouglou a connu de l'essor. Grâce à toi, la musique coupée décalée aussi a connu de l'essor, vraiment. Tu fais vraiment du grand boulot. On aimerait que tu restes longtemps. La dernière question que je voulais poser, c'était par rapport à Jacob Desvarieux. J'aurais dû poser cette question depuis, mais je l'avais réservée pour la fin. Jacob Desvarieux, vous l'avez beaucoup aimé. Il était un peu votre lumière. Vous l'avez perdu tout récemment. Vous avez annulé une fête historique de votre carrière. Vous l'avez annulé pour Jacob Desvarieux. Vous pouvez nous parler un peu de votre relation et de ce qu'il en est maintenant. Êtes-vous parti à ses funérailles? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Non, je veux dire, Jacob, pour moi, c'était un modèle. C'était un modèle. En même temps, c'était mon idole. Et la vie a fait que on s'est rencontrés et puis bon, on s'est apprécié mutuellement. Et j'ai beaucoup tiré de lui. J'ai inspiré de beaucoup de choses, de son parcours. C'est pour ça que je dis qu'un artiste doit avoir des repères. C'est important d'avoir. Et c'est important de s'approcher des gens qui ont réussi dans le métier qu'on a choisi ensemble. C'est important de s'approcher, de profiter de leur expérience, de profiter de leur connaissance. C'est très important tout ça. Moi, je l'ai fait. J'ai tiré beaucoup de choses de satisfaisant de lui.
Et c'est quelqu'un pour qui j'avais un grand respect parce que c'est un grand homme. C'est un grand homme de culture, c'est un grand musicien qui a fait, il réalisait des choses incroyables. Il était connu dans tout le monde. Il a emmené la musique antillaise au summum du monde entier et je pense qu'il a accompli son devoir sur Terre. Et voilà, bon, jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal encore à parler de lui au passé parce que c'est comme ça. Les gens qu'on aime, on n'arrive pas à parler d'eux au passé. Nous avons fait deux superbes fêtes ici. Quand je dis fête, bon, deux concerts hommage à Jacob, à l'acoustique et au Ménécré. On est en train de voir si de s'organiser pour voir un peu comme le 11 mai, la date d'anniversaire de la mort de Bob Marley, si on peut faire du 30, c'était quoi là déjà, de faire la date de décès de Jacob, voilà, quelque chose de commémoratif, chaque année, le 30 juillet, chaque année, qu'on fasse quelque chose, marque quelque chose pour que ça devienne comme le 11 mai pour Bob Marley. Mais aussi, il faut le faire aussi il faut trouver aussi une date où on va commémorer aussi tous les artistes ivoiriens. C'est important. On ne pourra pas faire plusieurs dates dans l'année. Ça, ce sont des propositions concrètes que nous devrons faire pour qu'on puisse organiser et puis choisir une seule journée dans toute l'année pour commémorer tous nos grands artistes qui nous ont apporté le plaisir, qui nous ont apporté toutes ces émotions-là. C'est très important. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas ce devoir de mémoire-là, on n'a pas ça. Et il faut que les choses commencent à changer, il faut que les lignes commencent à bouger. Vous voyez, en même temps, on perd Léonard Gué en France, ils perdent Belmondo. Et on voit comment les gens rendent hommage dans les deux pays. Vous voyez la différence? Ouais. C'est ça. C'est vrai. Et c'est ce qu'il ne faut plus qu'il se passe. Voilà. Donc, il faut qu'on apprenne à honorer nos monuments qui ne sont plus. C'est important. Parce que les œuvres qu'ils ont laissées là, les œuvres qui pourront servir pour des générations, ce sont des exemples à suivre. Voilà. Donc, pour Jacob, on est en train de voir avec un cercle d'amis de Jacob, on est en train de voir pour essayer de marquer ça chaque année, pour faire quelque chose en sa mémoire. Merci David Taïro Esson, merci pour ton temps, merci pour ta courtoisie et merci d'être encore là pour nous servir et pour servir la musique africaine et surtout ivoirienne. Et nous voulons entendre votre mot de fin concernant ce monde musical, concernant la jeunesse qui se perd. Votre mot de fin, s'il vous plaît. J'ai pas bien compris la question. Non, c'était votre mot de fin. Je demandais votre mot de fin pour le monument que vous êtes, votre regard sur la musique, ce que vous donnez comme conseil à la génération qui est déjà là, même à la génération ancienne, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Oh bon, déjà merci de m'avoir invité à l'émission pour partager un peu ce que je sais et avec tous les téléspectateurs. On a fini par se tutoyer. Oui, je sais pas. Sans même se rendre compte, oui. Donc, voilà. Ça se rend compte, voilà. Et c'est temps d'échanger comme ça et de partager un peu ce que nous savons, ce que nous sommes, ce que nous avons. C'est une très belle initiative, cette émission. Et le mot de fin que je voudrais dire, c'est nous aimons ce métier et nous voulons que tous les artistes vivent de leur art et justement pour l'épanouissement même de la culture ivoirienne,
nous allons œuvrer pour que tout cela soit reconstruit, tout cela soit refait dans les normes pour que la culture ivoirienne ait le mérite, qu'elle soit la culture, la plateforme phare. Pourquoi ne pas aller concurrencer les Nigérians, les anglophones, parce que la Côte d'Ivoire quand même est la plaque tournante de la musique africaine. Forme n'a pas de base solide quand il s'agit de sa propre culture. Et ça, c'est le paradoxe. Tu vois. Et il faut que nous rectifions cela. Il faut que nous rectifions cela pour que les choses se passent bien pour le bonheur de la culture. C'est ce que j'avais à dire. Merci David Edson Taïro. Merci beaucoup. C'était l'émission Sans détour. Chers spectateurs, nous avons proposé cette émission juste pas pour offenser quelqu'un, parce que sur les réseaux sociaux, nous avons compris que beaucoup d'artistes veulent se transformer en blogueurs. Et il est très important que quelqu'un leur donne le micro pour s'exprimer, non seulement s'exprimer, mais aussi c'est la page où tous les gens du showbiz vont s'exprimer de par leurs œuvres. C'est-à-dire que cette page sera la leur. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et à la prochaine. Merci à David, merci à Ted.